Alors GHU Paris, je pense tout de suite à expertise et professionnalisme. Dynamique. Voilà, je trouve que dans une époque où on a de moins en moins de moyens, même pour la santé mentale, même si c'est l'année normalement, on sait qu'on ne les a pas. En tout cas, ils ne sont pas suffisants au regard des besoins. Et à côté de ça, je trouve qu'il y a une dynamique de réseau qui fonctionne et qui permet de résoudre un certain nombre de problématiques avec peu de moyens. Alors le GHU Paris, c'est un acteur majeur de la santé mentale sur le territoire parisien et évidemment on travaille en collaboration régulièrement avec le GHU, que ce soit les services hospitaliers ou les services ambulatoires, dans le développement aussi de projets et puis dans l'accompagnement évidemment des personnes qui souffrent de troubles psychiques. Moi en tant que psychologue, ça m'inspire de l'ambivalence parce que à la fois c'est le prestige d'une certaine manière au niveau du savoir, de la pratique, et en même temps aussi des témoignages de parfois mal-être, maltraitance ou d'expériences difficiles, de l'ambivalence en fait. Pour moi, c'est la prise en charge des personnes en difficulté, en souffrance en matière de psychiatrie. Donc je pense qu'on connaît très bien la PHP, les hôpitaux de Paris. Je pense qu'aujourd'hui, et nous, Ville de Paris, on sera mobilisés pour mieux faire connaître le GHU, et les autres institutions de ce type-là qui permettent de prendre en charge les enjeux de psychiatrie. Le GHU Paris, pour le Psycom, c'est un partenaire historique, puisque ça fait plus de 20 ans en fait, qu'il y a un partenariat entre le Psycom, qui était avant parisien seulement, qui est devenu national, et le GHU Paris. Voilà, donc c'est un partenariat de longue date et très solide. Je pense tout de suite à la demande qui est importante des jeunes et santé mentale, une forte demande suite au Covid. C'est le sujet des jeunes, de la santé mentale des jeunes qui se dégrade. On le voit depuis le Covid, mais déjà un petit peu avant et depuis ça ne cesse de se dégrader. Et avec cet enjeu de la santé mentale des jeunes va aussi l'enjeu de la prévention. C'est-à-dire qu'il y a évidemment la prise en charge des personnes qui souffrent de troubles psychiques ou qui ont des problèmes de santé mentale, mais il y a aussi tout ce qu'on peut faire en amont pour éviter finalement ces problèmes. Je pense qu'il y a une mission aussi plus large au niveau de la prévention et que actuellement, je pense que c'est toute la société en fait qui doit aider la psychiatrie à répondre aux problèmes de santé mentale de la population. Et pour ça, ça suppose de développer des partenariats, notamment avec les élus. Donc ça passe par les élus d'arrondissement, les mairies d'arrondissement, pour faire des sensibilisations, par exemple, dans les écoles, pour le grand public, organiser des événements, et aussi via les conseils locaux de santé mentale qui s'intéressent plus particulièrement à des populations en situation de fragilité, de précarité, etc. Il y a la prise en charge quand ils sont mineurs, il y a la prise en charge des adultes, et entre deux, il y a quand même un lien et quelque chose qui manque. Et ça pourrait être intéressant de travailler sur ces questions-là. Les CMP se posent aussi les questions, puisque du coup, à un moment donné, ils ont des jeunes ados, et quand ils les laissent, en fait, où est-ce qu'ils vont? Et donc il y a une vraie problématique avec les services jeunesse. C'est vraiment quelque chose qu'il faudrait travailler ensemble, en commun, autour de projets communs sur cette période de jeunes majeurs. Et un autre sujet, effectivement, la population a tendance à vieillir. Il va falloir vraiment se poser la question aussi sur la prise en charge, même si effectivement on sait qu'il y a une différence entre le vieillissement et la prise en charge, mais effectivement l'isolement impacte beaucoup la question de la santé mentale. Et puis, un dernier sujet, mais qui est d'actualité, la question de l'immigration. Le fait, par exemple, de faire traîner les renouvellements de cartes, de séjour, la prise en charge, etc., ça rend des difficultés, ça a un impact sur la santé mentale. Et ça, plus on va dans une société où on met de pression sur les personnes, où c'est difficile d'avoir des papiers, où il faut attendre 3 mois, où il faut attendre 4 mois, les personnes perdent leurs droits. Elles perdent leurs droits en santé, elles perdent leurs droits tout court de logement, d'aide, d'accompagnement. Et en fait, elles se retrouvent en troubles psychiques, en dépression. Et en fait, là, c'est beaucoup plus difficile de les faire monter. Donc je sais qu'il y a des alertes des professionnels, mais c'est une vraie alerte dans les années à venir. On remercie, si vous voulez, que la pérédance soit aussi bien accueillie en fait, dans toutes les institutions. Ça, c'est un point très positif qui nous permet donc d'exprimer l'importance, et ça, c'est le sujet cœur, que les familles participent aux soins. Et donc, nous sommes une association de soutien donc pour aider les parents à comprendre que leur enfant ou leurs proches
a un trouble psychique et qu'il faut être dans les soins et accepter ça comme une maladie. Et je pense qu'on fera un pas énorme, on commence à le faire, quand les soignants feront venir les familles, les parents, pour aider leurs proches à guérir et de les inclure dans les soins. Moi, je pense qu'il y a une véritable importance de toutes les directives anticipées. Et j'assistais récemment à une journée mondiale autour des troubles bipolaires. Il y avait une présentation sur justement les directives anticipées, mais spécifiquement appliquées à la crise suicidaire et aux épisodes ou crises de suicide, symptômes suicidaires, etc. Et c'est vraiment cette importance de laisser la personne concernée choisir, réfléchir en amont à ce qu'elle voudrait en cas de crise et intégrer ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parfois, les directives anticipées sont rédigées par les personnes concernées, mais est-ce qu'elles sont vraiment prises en considération au moment de la crise, au moment d'une hospitalisation, et est-ce qu'elles sont, dans la mesure du possible, évidemment, respectées un maximum? Ça, je ne sais pas. Et voilà, ces directives anticipées, c'est quels sont les premiers signes qui me laissent penser que je suis en état de crise, qu'est-ce qui m'aide dans ces moments-là, quelles sont les personnes qui peuvent m'aider dans ces moments-là, et surtout, qu'est-ce que je veux ou ne veux pas dans le soin qui va m'être offert. Pour moi, il y a deux défis importants en matière de santé mentale. D'une, c'est la visibilisation, lever le tabou, déstigmatiser pour que les gens puissent en parler et donc faire part de leurs problématiques de façon à être pris en charge. Et bien sûr, les moyens qui peuvent être mis dans la prise en charge. Je pense des moyens financiers, des moyens en termes de formation, de ressources. On voit bien toute la problématique qu'il peut y avoir pour les jeunes, notamment sur la pédopsychiatrie, d'attendre parfois 5 mois pour avoir un rendez-vous. Donc ça, c'est aussi au niveau national que ça se joue et pas forcément au niveau du GHU. Mais j'espère que le GHU sera très soutenu au niveau du gouvernement pour pouvoir permettre une meilleure prise en charge des Parisiens et des Parisiennes. ARS Île-de-France et GHU, je pense tout de suite au défi de ressources humaines en santé. On sait que c'est un secteur qui a du mal à attirer, à fidéliser. Et c'est vrai que de recruter des professionnels, que ce soit des médecins psychiatres, que ce soit des infirmiers, que ce soit l'ensemble de la communauté hospitalière, je pense que c'est un enjeu important pour les 5 années à venir. Ce serait super chouette si on pouvait continuer à développer des projets ensemble, à la fois évidemment dans le champ de la prise en charge, mais encore une fois dans le champ de la prévention. Ce serait intéressant aussi de penser vraiment tout un accompagnement et du parcours finalement de la personne, de son enfance jusqu'à la personne aussi vieillissante. Et de voir vraiment finalement le parcours d'une personne tout au long de sa vie en fonction des événements familiaux, de son environnement global, y compris de son entourage, et de pouvoir finalement l'accompagner main dans la main dans tout ce parcours de vie. Ce qu'on aimerait, c'est que ce soit très homogène en fait, parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même une disparité des soins. Et donc ça serait un objectif que tous les soins soient au même niveau. Il y a une ouverture extraordinaire dans certains services qui sont magnifiques, et on voit une irrégularité en fait. Voilà. Moi, je pense que ce qui serait bien, on est vraiment sur le même territoire, puisque Psycom est hébergé dans des locaux du GHU. Donc, cette proximité-là, elle pourrait être encore plus renforcée en mettant plus à disposition peut-être les outils et l'expertise de Psycom, notamment auprès des personnels, par exemple, ou auprès des nouveaux professionnels qui arrivent, qui découvrent la psychiatrie. Et je pense aussi au niveau des services, des patients, des patientes, des proches, mettre systématiquement à disposition les brochures d'information sur les troubles psychiques, sur les soins, sur les droits. Et un autre axe aussi qu'on avait commencé à travailler, c'était la question des droits, justement, en psychiatrie. Et il y a des initiatives très pertinentes qui ont déjà été prises par le GHU, qui peut-être pourraient être renforcées sur la sensibilisation aux droits. Au Psycom, on a un kit pédagogique qui s'appelle Histoire de droit, qui est déjà utilisé dans certains services, dans des hôpitaux de jour, etc., et qui permet de mieux comprendre les droits en ouvrant des espaces de discussion entre patients, soignants, proches, etc. Je pense qu'en tout cas, nous, quelque chose sur lequel on met vraiment l'accent à la Maison Perchée, c'est renforcer l'écosystème au maximum. Et ne pas se dire qu'individuellement, on peut gérer cette cause de la santé mentale qui est immense et qui concerne tout le monde. Donc comment se souder davantage dans l'écosystème, devenir des partenaires puissants et concrets vraiment, avec du contact proche,
de la mise en relation facile et puis surtout qu'on ne tombe pas dans malheureusement parfois ce que j'identifie comme se renvoyer la balle, c'est-à-dire qu'on envoie quelqu'un vers un interlocuteur ou une interlocutrice, puis quelqu'un d'autre, puis une autre association, puis une autre structure. Et ce sont des personnes qui ensuite vivent de l'errance médicale, de l'errance diagnostique. Donc voilà, limiter ça au maximum en tant que partenaire et en tant qu'association, structure, institution qui accompagnent des personnes concernées. Le souhait pour dans 5 ans, oui, ce serait de pouvoir avoir cette collaboration ensemble, à la fois aller vers les personnes pour pouvoir les orienter et derrière de pouvoir avoir une prise en charge à la hauteur des besoins de notre société sur les questions de santé mentale. On a mis en place le dispositif Elias, qui est un dispositif d'aller vers. On sait très bien que les personnes qui souffrent de troubles psychiques sont souvent très précarisées. Et donc, il y a une surreprésentation de ces personnes dans les logements sociaux. C'est pour ça qu'on travaille avec le GHU, avec les bailleurs sociaux, pour former les gardiens d'immeubles qui puissent identifier les locataires qui ont des difficultés. Et on met en place ces équipes qui vont directement au domicile des personnes pour leur proposer une orientation, un accès à leurs droits sociaux. Et ça, je crois que c'est une des plus belles collaborations qu'on a avec le GHU. Et l'objectif pour les années à venir, pour l'instant, ça ne concerne que quelques arrondissements, mais chaque année, on s'agrandit, on étend ce dispositif. Cette année, c'était dans le 17e. Et j'espère, on y travaille aussi, qu'on pourra construire un nouvel hôpital psychiatrique au nord de Paris, un bel hôpital avec des conditions dignes pour tous les patients et patientes qui souffrent de ces troubles psychiques. En tout cas, c'est aussi le projet très long terme qu'on porte avec le GHU.